vais vous présenter donc notre conférencier de ce soir. Monsieur Audry Jean-Marie est né en 1956. Il est responsable de l'équipe des études générales de l'atelier parisien d'urbanisme à Pure. Concernant son parcours, de 81 à 82, il a été professeur d'histoire-géographie au lycée de Melun. De 82 à 88, chargé d'études à la Pure. En 90, il obtient un doctorat d'urbanisme. Et de mars 88 à décembre 2000, il est responsable du groupe d'habitat à la Pure. Audry Jean-Marie a mené des études sur le logement et l'habitat à Paris, ainsi que sur les évolutions de la population parisienne. Audry Jean-Marie a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées, ainsi que dans des ouvrages de la délégation à l'action artistique de la ville de Paris. Il participe également aux publications de la Pure. Donc Audry Jean-Marie, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un échange avec le public d'1 quart d'heure, 20 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons aborder une dizaine de thèmes qui sont ceux affichés devant vous, donc en y consacrant quelques minutes seulement à chacun. Et c'est donc un tour d'horizon que nous allons faire ensemble sur la population parisienne, et non une analyse approfondie. Nous allons faire un survol de sujets qui mériteraient chacun certainement des développements plus importants, mais l'intérêt, c'est certainement aussi de relier entre eux des thèmes qui n'ont pas a priori grand-chose à voir, comme la pyramide des âges, la pauvreté, les conditions de logement. Eh bien, c'est intéressant de regarder ces thèmes dans une même série. Donc la plupart de ces thèmes donnent un éclairage sur la question qui est posée dans le titre. Paris est-il, Paris est-elle, Paris est une femme, Paris est-elle en train de devenir une ville de riches? Question que l'on abordera plus directement en conclusion. On entend? On entend mieux? Non? Je ne sais pas. Oui? Le premier thème est celui de Paris et ses limites. Alors, ce thème vise simplement à rappeler que Paris est une petite partie centrale dans une grande région, ce qu'on a parfois tendance à perdre de vue, surtout quand on est parisien et qu'on habite Paris. Donc, l'Île-de-France est une région de 12 000 km², et dans cet ensemble, Paris fait 105 km², c'est-à-dire un petit 1%. Il faut rappeler que les limites de Paris ont été tracées il y a bien longtemps, en 1860, si bien que Paris est aujourd'hui une ville assez petite. Son territoire est moins grand que celui de Toulouse, par exemple, et 2 fois moins grand que celui de Marseille, du fait de l'ancienneté de fixation des limites. Sur le plan international, les différences sont encore plus fortes. En termes de limites administratives, Paris est 6 fois moins grand que Madrid, que Tokyo, et 8 fois moins grand que New York, 15 fois moins grand que Rome ou que Londres. Alors, les cartes que vous voyez ne montrent pas tout à fait cela, parce qu'elles cernent des espaces qui à chaque fois sont comparables. Mais si le territoire n'est pas grand, son occupation est très forte. Et là, les cartes sont pertinentes, puisqu'elles montrent les densités de population, les cartes marron sur la gauche, et elles montrent à quel point Paris forme un ensemble à forte densité de population par rapport à d'autres grandes villes comme Londres, Barcelone, Berlin ou Madrid, où les densités de population sont plus étalées. Les petites cartes avec des points rouges qui montrent les territoires situés à moins de 400 mètres d'une station de métro ou d'une gare, montrent également la forte concentration de transport dans le centre de l'agglomération parisienne, donc à Paris. Il y a aussi un écart énorme de densité entre Paris intramuros et les communes limitrophes. C'est ce que montre la grande carte, où on voit se dessiner nettement une limite qui représente la limite du boulevard périphérique, mais de part et d'autre, on voit des fortes densités côté Paris et des densités beaucoup plus faibles du côté des communes de banlieue. Alors bien que Paris reste une ville fortement peuplée, on a un petit peu oublié
que Paris a connu dans les années 60, 70, 80 une véritable hémorragie de population. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui parce que le phénomène est terminé, mais c'était un sujet de préoccupation important à l'époque. Le nombre d'habitants était passé de 2 800 000 au début des années 60 à 2 300 000 en 1975. Donc une perte de 500 000 habitants, c'est énorme pour une ville. Aujourd'hui, on est à 2,1 millions d'habitants, ce qui montre que cette baisse de population s'est très fortement ralentie, sinon atténuée, elle a pratiquement disparu. Alors qu'au début des années 70, Paris perdait 40 000 habitants par an. Alors il est intéressant de revenir sur cette chute de population, sur ses causes, parce que c'est sans doute là que l'embourgeoisement de Paris a pris sa source. Pour expliquer ce phénomène de dépopulation, il y a eu à l'époque deux types d'arguments qui sont plus ou moins contradictoires. La première explication, que je trouve assez discutable, consistait à dire que finalement les habitants votaient avec leurs pieds. Ils quittaient Paris par rejet, parce que les conditions de vie étaient mauvaises, pollution, embouteillage, une vie trop stressante. Donc on préférait l'habitat individuel autour de Paris, dans des maisons, ou parce qu'on trouvait, c'est une raison tout à fait exacte, que les logements parisiens étaient trop chers, donc inabordables. Alors pourquoi je dis que cette explication de la dépopulation m'apparaît discutable? Parce qu'on explique de cette façon la raison pour laquelle des gens sont partis. Mais en revanche, d'autres gens ont souhaité habiter Paris, soit par goût, soit simplement pour se rapprocher de leur lieu de travail. Il y a aussi des gens qui ont les moyens financiers d'habiter Paris et qui ont fait le mouvement en sens inverse vers la capitale. Donc l'explication est satisfaisante pour dire pourquoi beaucoup de gens sont partis, mais c'est négliger le fait qu'il y a des partants et des entrants. Et c'est précisément ce jeu de remplacement de certaines populations par d'autres qui a amené les prémices de l'embourgeoisement de Paris, avec des départs de familles plutôt modestes pour la banlieue et des arrivées de ménages relativement aisés et moins familiaux. Donc ça, je serai amené à en reparler. Alors, la cause de l'hémorragie de population de ces années 70-80, eh bien, c'est en fait une exigence accrue de confort et d'espace de la part de ces nouveaux arrivants, qui avaient les moyens de s'offrir justement davantage de confort et d'espace. Il faut rappeler que dans les années 60, les Parisiens étaient habitués à vivre très à l'étroit. Les familles étaient tassées. Chaque Parisien disposait en moyenne d'une vingtaine de mètres carrés, pas plus. Aujourd'hui, la moyenne est de 31 mètres carrés par personne dans les logements parisiens. Ce qui signifie qu'au fur et à mesure que des déménagements ont eu lieu, les appartements se sont retrouvés moins occupés, moins densément occupés. Et donc, là où vivaient 4 personnes, n'en vivaient plus que 3, là où en vivaient 3, n'en vivaient plus que 2, et finalement, c'est cet effet de desserrement qui explique l'hémorragie de population. L'autre cause importante, qu'il ne faut pas oublier, étant l'augmentation du nombre de logements vides, l'augmentation des fameux logements vacants. Voilà, donc il faut dire aussi que pendant que Paris se dépeuplait, la population régionale, elle, a fait un bond, passant de 8,5 millions au début des années 60 à 11 millions aujourd'hui. C'est dire que, autrement dit, que le poids de Paris dans sa région a énormément diminué. Alors, c'est ce que montre le petit graphique en haut à gauche. Paris représentait 33% de la population régionale au début des années 60, et aujourd'hui c'est 19%, et c'est un pourcentage qui va probablement rester stable en baissant un petit peu. Et c'est la même chose pour le côté économique des choses, c'est-à-dire que Paris représentait 30% des emplois de sa région, au début des années... représentait 50% des emplois de la région
au début des années 60 et 30% aujourd'hui. Alors, je reviens un instant sur cette petite taille du territoire de Paris. On pourrait penser que ça n'a pas finalement beaucoup d'importance parce que la croissance urbaine s'affranchit tout à fait des limites administratives et que la barrière du périphérique n'est absolument pas un obstacle pour le développement de l'agglomération, pour la croissance urbaine. C'est vrai, sauf qu'il reste une coupure physique très forte au niveau précisément du passage entre Paris et sa banlieue. L'enceinte militaire, qui a été démolie au début du siècle, a été remplacée par une série de barrières qui sont tout aussi infranchissables. C'est le boulevard périphérique, la voie qui a le plus fort débit automobile de tout le pays, les boulevards des Maréchaux, les grands équipements, les casernes, les hôpitaux, les entrepôts, les terrains de sport qui bordent toute la ceinture parisienne parce qu'on a jugé qu'ils prenaient trop de place dans Paris, des cités HLM en très grand nombre, et toutes sortes de dépôts de voirie, de dépôts divers. Et finalement, on a au niveau des portes des endroits inhospitaliers ou alors complètement asservis à la circulation. Et cette couronne de Paris reste comme l'un des espaces les plus ingrats de l'agglomération tout entière. Et c'est donc un symbole que cette limite entre Paris et le reste de sa région est un espace inhospitalier et ingrat. Ce qui apparaît de plus en plus, c'est que l'enjeu aujourd'hui pour Paris, c'est de traiter cette coupure urbaine. C'est de raccommoder Paris et sa banlieue à cet endroit-là. De créer des traits d'union, comme on dit, là où existent aujourd'hui des barrières. Alors cela passe par des projets d'aménagement. On en voit un certain nombre sur cette carte. Ce sont des projets qui commencent à prendre forme et qui, et c'est une chose un peu nouvelle, sont étudiés en commun par les services de la mairie de Paris et par ceux des communes limitrophes de l'autre côté du périphérique. Côté Paris, ces projets sont fédérés dans ce qu'on appelle le GPRU. Alors c'est un terme du jargon qui signifie le grand projet de renouvellement urbain de la couronne de Paris et qui passe par la création d'un tramway sur le boulevard des Maréchaux au sud et des travaux de réaménagement sur un grand nombre de portes de Paris, ainsi que des grandes opérations d'aménagement autour de la ZAC Rive-Gauche, de Paris Nord-Est, qui sont en quelque sorte l'avenir du développement de Paris. Paris du jour et de la nuit. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la population de Paris. On sait qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 2,1 millions d'habitants à Paris. C'est ce que nous apprend le recensement de l'INSEE, le dernier recensement de 1999. Mais il s'agit uniquement d'une population qui est logée à Paris et finalement qui ne fait que dormir à Paris et que l'on peut appeler pour cette raison une population de nuit. C'est la population des logements. Mais si on étudie la ville, on est amené à s'intéresser à une population plus large, celle qui participe à la vie de la cité, même si elle n'y habite pas, Une population qui vient pour travailler, pour étudier, pour faire ses achats, pour visiter Paris. Et alors, dans ce cas-là, on a des chiffres beaucoup plus importants. Quelques chiffres, excusez-moi de vous infliger quelques chiffres, hein, il y en a déjà eu et il y en aura encore quelques autres, mais là ce sont des chiffres importants. Il y a 900 000 personnes qui viennent tous les jours travailler depuis la banlieue à Paris. C'est un petit peu ce que montre la carte des densités d'emploi, hein. La carte en haut à gauche. Bien sûr, parmi les gens qui travaillent à Paris, il y a des Parisiens, mais il y a plus encore de personnes qui viennent de l'extérieur. Il y a également 100 000 étudiants qui habitent en banlieue et qui étudient à Paris. Selon la période de l'année, on a 100 000 jusqu'à 300 000 touristes qui sont présents là, qui sont présents à Paris. La fourchette est grande parce qu'il y a une saisonnalité du tourisme. C'est en février qu'il y a le moins de touristes. Et c'est au printemps, en avril, mai, juin, qu'on atteint des chiffres qui peuvent dépasser 300 000 touristes présents pendant la journée à Paris. Paris étant, comme on sait, une des premières, sinon la première destination touristique mondiale.
il y a aussi en provenance de la région 120 000 déplacements quotidiens vers Paris pour des motifs de loisirs. Promenades, restaurants, sorties en salle de spectacle, etc. Et aussi une soixantaine de milliers de personnes qui viennent pour faire des courses, pour faire des achats. Et c'est pour ça que j'ai montré une carte, celle des grands commerces, hein, qui montre la concentration de grands magasins et de grands commerces sur Paris, même si Paris n'a pas d'hypermarché, alors qu'il y en a en banlieue. De même que la carte des hôtels montre en quelque sorte les centres de regroupement des visiteurs touristiques, tandis que la carte des universités montre les zones où se réunissent les étudiants, bien entendu. Alors, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler la population de jour. Et on est alors au-delà de 3 millions d'habitants, dont la moitié n'habite pas Paris. Bien sûr, il faut inclure dans cette population de jour les Parisiens qui travaillent à Paris, ou qui font leurs études, ou qui étudient à Paris. Même si 300 000 Parisiens vont travailler hors de Paris, et ceux-là, naturellement, ne font pas partie de ce que j'appelle ici la population de jour. Alors cette population de jour, elle est plus nombreuse que celle de la nuit. Elle est plus visible parce que c'est celle qui participe à l'animation de la ville, que l'on voit dans les rues, elle est plus active. Et surtout, et c'est là qu'on rejoint un peu notre sujet de ce soir, elle a une composition sociale plus populaire. Les 900 000 salariés qui viennent travailler dans les quartiers d'affaires parisiens sont, pour la plupart, des employés, des ouvriers, des gens à faible revenu, qui n'ont souvent pas les moyens de se loger à Paris. Ils travaillent dans les bureaux parisiens, dans les services, dans les commerces, on les trouve dans les rues, dans les cafés. Leur présence amène de la diversité sociale, là où il n'y en a pas surtout, puisque c'est dans des arrondissements qu'on peut dire bourgeois, comme le 7e, le 8e ou le 16e arrondissement, qu'il y a le plus de bureaux. Et c'est donc un brassage social qui se produit le jour, mais qui est réel, qui n'est pas un brassage factice, même si le soir, chacun regagne son lieu de résidence. En tout cas, ce brassage a pour effet de gommer un peu les différences sociales, ou en tout cas de les rendre moins perceptibles. Troisième sujet, celui de Paris comme laboratoire des transformations familiales. On peut dire que Paris est un laboratoire des transformations de la famille. Développement de l'union libre, divorcialité, monoparentalité, retard de l'âge de la maternité, prolongation du célibat. En France, c'est toujours dans la capitale que les évolutions du modèle familial apparaissent en premier. Et qu'elles ont leur développement le plus important. Ce n'est pas vrai que de Paris en France, c'est vrai d'une façon générale des capitales dans les grands pays. Alors finalement, pourquoi les modèles familiaux se modifient-ils d'abord dans les très grandes villes et s'y développent-ils davantage? Eh bien, certainement parce que les grandes villes sont des lieux d'anonymat, où on est plus à l'abri de l'opinion des autres et où on peut plus facilement, sans doute, risquer des modes de vie nouveaux. Et aussi parce que les grandes villes sont des lieux où souvent on vient se reconstruire après une rupture, par exemple. Une crise familiale, une séparation, et c'est souvent l'occasion d'un départ, et ce départ, il intervient souvent à Paris. C'est à Paris qu'on choisit de recommencer quelque chose, bien souvent. Voilà, une explication possible, mais qui est certainement pas exclusive. Alors, un trait commun à toutes ces évolutions de la famille dont je parlais, la divorcialité, monoparentalité, retard de l'âge de la maternité, le trait commun, c'est qu'elles se traduisent toutes par une baisse de la taille des ménages. Ce qui veut dire qu'à Paris, aujourd'hui, la majorité d'entre nous, c'est peut-être pas vrai ce soir dans cette salle, mais enfin c'est vrai à Paris, la majorité d'entre nous vivent seuls ou à deux. Et de moins en moins à 3, 4 ou 5, comme c'était le cas depuis toujours à Paris, en France et ailleurs. C'est donc une mutation véritablement nouvelle, cette habitude de vivre à 1 ou à 2,
qui se développe en France, mais particulièrement à Paris. Alors, quelques chiffres pour être précis. C'est un peu ce que montrent les graphiques en haut à gauche. Hein. Le nombre de personnes qui vivent seules, à 2, à 3, à 4 ou plus. Hein, donc, 27% des gens vivent seuls. La taille moyenne d'un ménage français était de 3,4 personnes au début des années 50, et elle est de 2,4 aujourd'hui. Et à Paris, la taille moyenne d'un ménage était de 2,4 personnes. Donc la moyenne nationale actuelle, hein, mais elle était de 2,4 personnes au début des années 50, et elle est descendue à 1,9 aujourd'hui. Donc en moyenne à Paris, moins de 2 personnes par logement. Alors, pour commenter plus en détail ces évolutions des ménages, du format des familles, d'abord, le profil familial qui recule le plus, c'est celui des couples, mariés ou non, hein, là ce n'est pas la question de l'union libre, ayant des enfants. Donc les couples ayant des enfants tendent à diminuer. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a moins de naissances, il y a une petite remontée depuis 4 ans, mais qui ne joue pas sur le très long terme. Il y a une baisse des naissances, notamment parce qu'elles sont plus tardives. À Paris, le premier enfant d'une femme intervient quand elle a 30 ans. Et c'est là qu'il y a un délai par rapport au passé, où les naissances intervenaient beaucoup plus tôt. L'autre raison, c'est qu'il y a plus de divorces, bien sûr, donc un développement des familles monoparentales. Et puis, dans le cas de Paris, il y a ce phénomène qui fait que quand une famille se forme, quand un premier enfant arrive, ou un deuxième, eh bien, se pose la question de la taille du logement, et c'est souvent le moment que l'on choisit pour quitter Paris, précisément, et rejoindre un autre espace de vie, où les logements sont moins coûteux. Donc il y a un faisceau de raisons générales et propres à Paris qui explique que les familles avec enfants sont de moins en moins nombreuses. Alors, les profils en hausse, eh bien, je l'ai dit, c'est d'abord les personnes qui vivent seules. En France, leur proportion vient de doubler en 10 ans. Leur nombre est passé de 6% de la population totale à 12% aujourd'hui. À Paris, les personnes seules forment déjà 27% de la population totale et leur croissance se poursuit. Elles forment 27% de la population et elles occupent la moitié des logements, même un peu plus de la moitié des logements. C'est ce que montre la carte, hein. La carte qui est en haut à droite. Elle montre la proportion de logements occupés par une seule personne. Hein, la part des ménages d'isolés, c'est la même chose. Et on voit que dans tout le centre de Paris, il y a 54% ou plus de logements occupés par une seule personne, mais qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers la périphérie, on retrouve des ménages plus familiaux et donc moins de personnes seules. Alors, si on s'intéresse au profil de ces personnes qui vivent seules, qui sont ces solitaires, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des personnes d'absolument tous les âges. On ne peut pas dire ce sont des jeunes, ce sont des vieux. Oui, ce sont des jeunes dans la période précédant la formation du couple. Ce sont des personnes âgées parce que aux âges élevés, il est très fréquent de vivre seul chez soi. Le départ en institution est devenu assez rare avant 80 ans, contrairement à ce qui se passait avant. Mais ce sont aussi des gens d'âge intermédiaire. À tous les âges, on se met à vivre seul. Alors, à ces personnes seules s'ajoute aussi un nombre croissant de familles monoparentales, c'est-à-dire donc de parents qui vivent seuls avec leurs enfants, généralement suite à une séparation. Donc à Paris, c'est ce qu'indique le petit graphique en bas à gauche, 16% des familles sont monoparentales. Mais en fait, si on prend le sous-ensemble des familles qui ont des enfants, hein, les familles avec enfants, et pas les couples sans enfants, eh bien c'est 30% des familles qui sont monoparentales. C'est donc vraiment un chiffre élevé, et le graphique nous dit que c'est un chiffre plus élevé que ce qu'on observe en Île-de-France et qu'en France. 9 fois sur 10, le parent de la famille monoparentale, c'est une femme, puisque, on le sait, la garde des enfants est le plus souvent confiée aux femmes, et d'autre part, elles se remettent moins souvent en ménage que les hommes après la séparation.
Mais le nombre d'hommes seuls avec enfants tend à augmenter depuis quelques années. C'est donc quelque chose qui se développe. Alors, pour se raccrocher à notre sujet social de ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que la solitude et la monoparentalité entraînent une fragilisation sociale. Une fragilisation affective aussi, certainement, mais surtout une fragilité, en tout cas une fragilité économique. Les personnes seules, les femmes seules avec enfants sont exposées davantage à la pauvreté plus qu'un couple. D'une part, parce que les dépenses sont plus élevées, elles sont plus difficiles à assumer avec un seul salaire qu'avec deux, et surtout à Paris, mais aussi parce qu'en cas d'accident financier, concrètement en cas de chômage, il n'y a pas ce filet de sécurité du conjoint. Donc, il y a bien un effet de précarisation qui est lié à cette montée de la solitude et de la monoparentalité, et donc où Paris est particulièrement concerné. Voilà, c'est déjà une petite nuance par rapport à ce débat sur Paris, ville de riches. On verra qu'il y a des points à noter dans un sens et dans un autre. Paris qui aspire et qui refoule. Alors, on y a déjà fait allusion, la population de Paris se transforme principalement par un système de migration. On a donc un chiffre de population qui ne varie plus beaucoup, hein. On reste en ce moment autour de 2,1 millions d'habitants, donc une évolution très faible, mais derrière cette évolution très faible, il y a des flux qui, eux, sont très intenses, très importants, de part et d'autre. Des mouvements de croissance, des mouvements de décroissance. Alors, qu'est-ce qui fait que la population se modifie dans un sens ou dans un autre? Ça, les démographes le savent bien. Il y a des naissances, à peu près, on a un graphique qui nous montre, difficilement, mais enfin il nous montre qu'il y a 30 000 naissances par an à Paris, et beaucoup moins de décès, 18 000 décès par an. Ce qui permet de dire que si Paris vivait en vase clos, sans arrivée de l'extérieur et sans départ de Parisiens vers l'extérieur, eh bien, Paris augmenterait naturellement sa population, hein, par le jeu des naissances plus nombreuses que les décès. Mais Paris ne vit pas du tout en vase clos, et c'est ce que montre l'autre graphique. Il y a des flux migratoires très très importants. On estime que Paris reçoit environ 70 000 nouveaux arrivants par an, et qu'en sens inverse, il y a 82 000 personnes qui quittent Paris chaque année. Alors, finalement, ce sont ces flux qui façonnent, qui sculptent la population de Paris, qui lui donnent des particularités d'âge, des particularités sociales, socio-professionnelles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser un petit peu plus la structure de ceux qui arrivent et de ceux qui partent, et de comparer les choses. Ceux qui viennent vivre à Paris, ce sont plutôt, il y a de tout naturellement, hein, on ne peut pas réduire les choses à l'excès, mais on peut quand même dégager ce qui domine, ce sont plutôt des jeunes et des jeunes souvent diplômés, qualifiés, qui appartiennent à des catégories de type cadre, profession intermédiaire. Ils ont souvent 20 à 29 ans, l'âge modal, l'âge le plus fréquent, c'est 27 ans pour venir habiter Paris. Ils viennent seuls, dans la majorité des cas, et c'est un phénomène qui existe depuis très très longtemps. C'est ce phénomène de montée à Paris depuis la province ou depuis l'étranger. On vient à Paris pour faire ses études, terminer ses études, trouver un travail ou gagner un échelon dans la hiérarchie professionnelle. Donc on monte à Paris quand on est jeune. À 20-25 ans, c'est plutôt pour les études. À 29-30 ans, c'est plutôt pour gravir un échelon, disons. Alors, ceux qui partent ont un profil tout à fait différent. Ce sont des jeunes familles, la dominante. Des jeunes familles à revenus modestes ou moyens. Ce sont des parents qui ont environ 35 ans et qui ont presque toujours des enfants. Ils partent avec des enfants. L'objectif, on le devine dans les statistiques, c'est de se loger moins cher, plus grand, et si possible, en accédant à la propriété de la résidence principale. Mais les familles ne sont pas les seules à partir. Ceux qui partent, ce sont aussi les personnes âgées.
au moment de la retraite, on quitte souvent Paris pour rejoindre sa région d'origine, quand on a des attaches, qu'on a gardées, qu'on a entretenu ces attaches, ou beaucoup de personnes âgées vont s'installer dans le midi de la France, hein, c'est bien connu. Et même ceux qui le peuvent, ceux qui en ont les moyens financiers, essaient de garder leur résidence à Paris et d'avoir une autre résidence en province, de façon à partager sa vie entre deux domiciles. Voilà un petit peu les différences de profil. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet social dans ces flux migratoires. Les jeunes qui montrent à Paris sont plutôt qualifiés, ce sont plutôt des jeunes cadres, et dans les départs, on a des familles de toutes les catégories, mais particulièrement des familles à faible revenu. Et finalement, c'est à ce niveau que se joue, que s'organise l'embourgeoisement de Paris. Paris qui ne vieillit plus. Alors, on vient de le dire, ce sont les migrations qui sculptent la pyramide des âges. Le flux des arrivées apporte le 109, les jeunes adultes de 20 à 34 ans, et le flux des départs lui enlève une autre forme de 109, qui sont les familles avec les enfants. Alors, la pyramide des âges de Paris, comparée à celle de la France, montre exactement ça. Elle montre qu'à Paris, il y a un excédent très important pour les 25-29 ans et les 30-34 ans, qui est en fait la particularité de Paris. Pour les personnes âgées, on voit que leur poids est un petit peu plus fort à Paris qu'en France, mais ça dépend des classes d'âge en fait. C'est surtout dans le haut de la pyramide que cela se voit. La différence est faible en fait, et surtout elle se réduit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Si on se souvient des années 70 et de tout ce qu'on disait de Paris à l'époque, Paris était une ville vieillissante. Et on parlait beaucoup du vieillissement de Paris, et c'était une réalité. La part des plus de 60 ans, si on place la barre à 60 ans, on peut la placer naturellement beaucoup plus haut, on devrait d'ailleurs, la part des plus de 60 ans atteignait 25% en 1975, et c'était une sorte de record national à l'époque. Aujourd'hui, la part des plus de 60 ans est de 20% à Paris, elle a donc baissé de 5 points, et elle continue de baisser, malgré le vieillissement. Alors, c'est ce que montrent les projections, hein. Il y a des projections de population qui apparaissent sur le petit graphique en bas à gauche. On voit que la courbe des 65 ans et plus, eh bien, elle a monté jusqu'en 1970, en gros, elle a baissé, elle baisse encore, c'est léger, et puis elle va remonter vers 2020, mais pas énormément. Et c'est ça qui est très frappant, c'est que le vieillissement de Paris, bien sûr, il va intervenir aussi, mais il sera très modéré. Paris sera l'exception, finalement, puisque, on le sait, le vieillissement va s'intensifier partout en Europe. Au niveau de la France, on s'attend à ce que l'effectif des plus de 60 ans passe de 12 millions aujourd'hui à 22 millions en 2050, donc de 20% de la population à 33% de la population. Eh bien, dans ce contexte de vieillissement français et européen, Paris va devenir, ou disons, va rester à peu près comme aujourd'hui, mais deviendra relativement une ville assez jeune. Donc Paris n'est donc pas ou plus une ville de personnes âgées. On hésite à dire que c'est une ville de jeunes parce qu'il y a toujours aussi peu d'enfants. On l'a dit, les familles quittent Paris. Et finalement, Paris se retrouve être la capitale des jeunes adultes. C'est le seul groupe d'âge dont le poids soit fort par rapport à la région et par rapport à la France. En gros, les 20-34 ans, c'est 30% de la population de Paris et 20% de la population de la France, ce qui est dû, comme on le disait, à ce flux important d'arrivée, de montée des jeunes à Paris. Paris des cadres. Alors le processus d'augmentation du nombre de cadres dans les quartiers populaires que connaît Paris, dont la presse se fait l'écho et puis qui est une réalité, évidemment ne concerne pas que Paris. C'est un phénomène qu'on rencontre dans beaucoup de villes en France et à l'étranger. Alors il y a un concept qui a été établi
au début des années 60 par un Anglais qui s'appelait Mr. Glass, et qui est le concept de gentrification. Gentrification, donc un mot qui désignait, dans la bouche de son auteur, la reconquête des quartiers ouvriers de Londres par les classes moyennes. Donc c'est un terme qui vient de l'anglais gentry, qui désigne en Angleterre la haute bourgeoisie. Donc les populations situées entre les classes moyennes et la noblesse en Angleterre. Bon, à Paris, les populations qui sont acteurs du processus d'embourgeoisement appartiennent à des classes sociales aisées, mais pas la grande bourgeoisie, pas la haute bourgeoisie. En France, on parle plus volontiers d'embourgeoisement. Bon, pour parler finalement d'une augmentation du nombre de membres de la bourgeoisie, qui n'est pas non plus le mot le mieux adapté du monde. On parle de plus en plus aujourd'hui on prend l'expression bobo, boboisation, qui est un peu trivial. C'est certainement un vocabulaire qui est peu scientifique, mais qui a le mérite de décrire quelque chose qui ressemble à des populations assez aisées, plutôt jeunes, qui travaillent plutôt dans les domaines de la création. Et c'est bien ça qui se passe à Paris, c'est bien ce qu'on observe dans des quartiers comme les 10e, 11e, 18e arrondissements. Alors, en termes de chiffres, parmi toutes les catégories socio-professionnelles que distingue l'INSEE, il y en a deux qui ont un poids tout à fait exceptionnel à Paris, hors norme, disons. C'est la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures, donc qui représente 38% des ménages parisiens au lieu de 16% en France, et les ouvriers, qui représentent 11% des ménages, au lieu de 32% en France. Bon, il y a des chiffres un tout petit peu différents qui sont affichés dans le graphique de droite, parce que tout dépend de la population qu'on considère. Est-ce que c'est la population des ménages? Est-ce que c'est la population totale? Mais ça ne contredit pas le phénomène que j'avance. Donc les autres catégories, artisans, commerçants, professions intermédiaires, employés, elles ont un poids qui est dans les normes, si on compare Paris et la France. Alors, cette forte présence des cadres et cette faible présence des ouvriers sont aussi des caractéristiques qui s'accentuent. De 1990 à 1999, la proportion de cadres a augmenté de 1 point en France et de 4 points à Paris. Et la part des ouvriers a baissé de 3 points en France et de 4 points à Paris. Là aussi, c'est le graphique de droite qui nous montre l'importance de ces évolutions dans le cas de Paris, puisque le graphique porte sur Paris. Ce qui est intéressant, c'est de voir également l'extension territoriale. Alors là, ce sont les deux cartes qui montrent la proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures dans l'ensemble de la population active, en pourcentage. En 82, carte du haut. En 1999, carte du bas. Alors, Paris est au centre, et on voit que Paris est tout à fait touché par le phénomène, mais que le phénomène ne s'arrête pas au périphérique, justement, et qu'il déborde très largement, notamment dans les communes de l'Ouest. Mais finalement, c'est beaucoup de communes d'Île-de-France qui connaissent cette augmentation du nombre de cadres, avec cette exception notable sur la Seine-Saint-Denis, qui est le département, qui est les communes qui apparaissent en clair sur les deux cartes au nord-est de Paris. Alors, toujours sur ce sujet de Paris des cadres, pourquoi finalement autant de cadres à Paris et si peu d'ouvriers? Une première raison, c'est que c'est un effet du marché de l'emploi. Donc, d'un côté, il y a de moins en moins d'emplois pour les ouvriers parce que les usines ont fermé. Il y avait à Paris quantité d'usines, les usines Citroën dans le 15e arrondissement, les usines Panhard dans le 13e, pour ne parler que de l'automobile. Mais disons que l'Est parisien était parsemé d'usines. Et les ateliers qui étaient encore plus nombreux, ont en grande partie été transformés en loft, donc précisément l'habitat de ces catégories de jeunes cadres qui investissent aujourd'hui l'Est parisien. Donc
moins d'ouvriers à Paris parce qu'il y a moins d'usines et d'ateliers, moins d'emplois pour les ouvriers. Et de l'autre, il y a toujours autant de sièges sociaux, de ministères, de bureaux qui donnent de l'emploi aux cadres. Et il y en a même davantage, puisque toutes sortes de locaux sont maintenant utilisés, y compris des locaux très petits, pour développer des sociétés tertiaires modernes, par exemple des sociétés informatiques, qui on trouve parfois même en appartement. Donc il y a de l'emploi pour les cadres qui se créent à Paris et qui expliquent l'importance des cadres qui viennent habiter Paris. Donc il n'est pas faux de dire que s'il y a beaucoup de cadres à Paris, c'est parce qu'il y a du travail pour eux. Ce n'est pas faux, mais ce n'est qu'une explication partielle. Partielle parce qu'en réalité, le marché de l'emploi parisien offre tout de même beaucoup d'emplois aux ouvriers et aux employés. En tout cas, beaucoup plus d'emplois qu'il n'y a d'ouvriers et d'employés qui habitent à Paris. Quelques chiffres. Il y a 175 000 emplois d'ouvriers exercés à Paris, mais il y a 110 000 ouvriers qui y habitent. Il y a 520 000 emplois d'employés qui sont exercés à Paris pour 170 000 employés qui habitent Paris. Donc il y a un décalage très important. Ça signifie que les ouvriers et les employés qui travaillent à Paris habitent massivement la banlieue. Pour les cadres, au contraire, il y a équivalence des effectifs. Hein, à peu près autant qui habitent et qui travaillent à Paris, même s'il y a des cadres parisiens qui vont travailler en banlieue et des cadres de banlieue qui viennent travailler à Paris, bien sûr. Alors là, je dirais que la démonstration est faite. Ce sont les prix immobiliers qui jouent, qui dissuadent les familles et les catégories à faible revenu, les employés et les ouvriers d'habiter Paris, et qui privilégient les cadres, notamment parce qu'il y a toujours la dimension démographique, les cadres qui vivent seuls ou à deux. Donc il y a quand même des effets vraiment forts et objectifs qui mettent en évidence les causes de cet embourgeoisement. Alors la carte que nous avons sous les yeux montre un peu les territoires des uns et des autres. Tout ce territoire ouest de Paris, en vert fort, où il y a une majorité absolue, donc plus de 50% de cadres professions intellectuelles supérieures dans la population active. Et en violet foncé, ces grandes catégories de la population française que sont les ouvriers et employés, qui sont très largement majoritaires au niveau national, eh bien, elles sont dominantes à Paris, mais dans quelques espaces très délimités qui se situent sur la couronne de Paris ou dans quelques quartiers de l'Est. Parlons justement du Paris des pauvres, parce qu'il y a là quand même un phénomène à la fois intéressant et paradoxal. Même si Paris tend à devenir une ville de cadres, une ville embourgeoisée, gentrifiée, eh bien la population à très faible revenu ne diminue pas. Et il est frappant de constater que toutes les statistiques sur la pauvreté, je parle bien de la pauvreté, pas des situations sociales moyennes, hein. Je parle des situations de pauvreté lourde, la misère, l'exclusion, mettent Paris dans le haut du tableau. Prenons les statistiques comme elles viennent. Les surendettés, donc les dossiers qui sont présentés devant la commission de surendettement, il y en a 3500 chaque année sur Paris. Paris vient d'ailleurs devant la Seine-Saint-Denis pour le nombre de ces dossiers. Un ménage sur 300 chaque année à Paris est confronté à cette situation de surendettement, au point d'aller faire un dossier devant la commission concernée. Les sans domicile fixe. Bon, il y a eu une enquête de l'INSEE qui estime à 47 000 le nombre de sans domicile fixe dans l'ensemble des agglomérations françaises. Sur ces 47 000 sans domicile fixe français, eh bien 15 000 sont localisés sur l'agglomération parisienne. Et on peut estimer qu'au moins 10 000 d'entre eux vivent à Paris. Ce qui montre tout simplement que Paris accueille plus de 20% des SDF de l'ensemble du pays. Un Parisien sur 20.
Pardon, un Parisien sur 200. Un Parisien sur 200. Un Parisien sur 200. Plus de 10 000 SDF pour une population de 2 millions d'habitants, un Parisien sur 200. Alors, les demandeurs d'asile, 13 000 demandes d'asile sont présentées chaque année. Donc, ce sont les personnes qui demandent la qualité de réfugiés au titre de la Convention de Genève. Donc, des personnes qui n'ont aucun moyen financier, qui viennent de tous les continents. Leur nombre est en augmentation ces derniers temps. Ils étaient 7 000 en 1995, 10 000 en 1997, 13 000 en 2002. Un Parisien sur 160, désormais, est un demandeur d'asile. Les allocataires du RMI, Paris fait partie des 10 départements français où le nombre de RMistes, où la proportion de RMistes est la plus élevée. 5% des ménages parisiens à Paris, comme en Seine-Saint-Denis, le département voisin de Seine-Saint-Denis, sont allocataires du RMiste. Un ménage parisien sur 20. Le chômage, les demandeurs d'emploi, les dernières statistiques indiquent 122 000 chômeurs, donc un actif sur 10, c'est à peu près la moyenne nationale. Et enfin, si on prend la statistique, je dirais, de l'INSEE, la statistique qui définit la pauvreté, le seuil de pauvreté, donc les personnes qui vivent avec moins de 670 € par mois, eh bien 12% des foyers parisiens sont concernés. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de noter la géographie très spécifique de ces situations de pauvreté qui sont assises sur le nord-est parisien. On voit ressortir le 10e, le 18e, le 19e arrondissement pour le taux de chômage. Le retard scolaire, donc en fait, ce sont la proportion d'enfants qui ont redoublé en primaire, qui est toujours une statistique qui est associée aux difficultés sociales. Là, on voit ressortir un peu les mêmes arrondissements et d'autres. On voit aussi le 11e et le 13e, voire le 14e arrondissement. Et d'une façon générale, quelles que soient les statistiques qu'on utilise, c'est toujours, je dirais, le trio de tête, enfin le quintet de tête, les 10e, 11e, 18e, 19e et 20e arrondissements, donc le quart nord-est de Paris, est toujours celui qui ressort pour l'accueil d'une population modeste. Même si, en même temps, une population nettement plus aisée arrive dans ces quartiers. On peut se poser la question, pourquoi Paris attire une population pauvre, ou même très pauvre, aussi nombreuse? Il n'y a pas d'explication qui saute aux yeux. Je crois qu'on peut dire que Paris offre des opportunités qui existent moins en banlieue et qui existent moins dans les villes plus petites. Il y a d'abord un énorme marché de l'emploi. C'est des possibilités de travailler qui sont difficiles comme partout, mais en tout cas, les emplois sont là. Beaucoup de structures d'aide et de secours qui sont à Paris, des structures d'accueil pour les personnes démunies, qui sont beaucoup plus nombreuses à Paris que dans les communes de banlieue et qu'en province. Et puis, sur le plan des conditions de logement, bien sûr, c'est très difficile de se loger à Paris, mais il y a tout de même des possibilités. Bon, d'abord, il y a le logement social, le logement HLM. Il y a aussi des formules moins officielles, comme les petits hôtels meublés, les hôtels de préfecture, où on habite au mois, et où on n'est généralement pas un touriste, on est généralement un travailleur immigré. Toutes ces chambres de service qu'il y a dans les immeubles de l'ouest parisien, dans les 6e et 7e étages, les foyers de travailleurs migrants, les foyers de jeunes travailleurs. Disons qu'à Paris, malgré l'extrême difficulté qu'il y a pour se loger, il y a encore quelques ficelles, quelques possibilités qui permettent de tenir quelques semaines, quelques mois ou un peu plus longtemps. Le problème étant la disparition de ces logements. Ces documents qui apparaissent devant nos yeux montrent un peu ces problèmes. Donc on voit la carte des hôtels meublés à Paris. Il en reste à peu près 650, mais on estime qu'ils disparaissent au rythme de 50 par an. Ils disparaissent très très rapidement.
Les chambres de service, sur la carte, il y a un point chaque fois qu'on a trouvé, je crois, une vingtaine de chambres de service, hein, il y en a quand même beaucoup. Mais elles sont de moins en moins occupées. En général, la plupart sont laissées vides. Elles servent de bureau ou elles servent de local de rangement et de moins en moins souvent, elles sont louées. Surtout qu'un décret récent a rendu, a nommé local indécent, non décent, les logements qui font moins de 9 mètres carrés. Or, beaucoup de chambres de service font moins de 9 mètres carrés et sont donc normalement inoccupables, interdites à l'habitation. On voit aussi la carte des foyers de travailleurs migrants. Il y a environ 45 foyers de travailleurs migrants, eux aussi concentrés dans les mêmes arrondissements, hein, le 13e, le 19e, le 20e, un peu le 11e. Et puis tous ces centres d'hébergement d'urgence, ces fameux CHRS, CHU, hein, centres d'hébergement d'urgence, qui sont nombreux dans les arrondissements de l'Est parisien. Et on voit que tout ça diminue. C'est aussi vrai des logements de la loi de 1948, dont bénéficiaient avant de très nombreux locataires parisiens. Hein, c'est un système de réglementation des loyers très favorable aux locataires, qui perdure encore, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Là, on dit sur le graphique qu'il y a 50 000 bénéficiaires de ce régime. Les dernières estimations disent qu'on serait à 30 000. C'est un régime qui est en train de disparaître totalement et qui montre que le système de loyer, le loyer favorable, est de moins en moins fréquent et de moins en moins pratiqué sur Paris. Donc, ceci pour montrer à la fois la persistance, le maintien d'une population pauvre nombreuse, mais aussi les très grandes difficultés de logement qu'elle rencontre de plus en plus. Sur le sujet, je souhaitais dire également qu'on peut retirer une double appréciation. Il est probablement un peu moins difficile d'être pauvre à Paris qu'ailleurs, mais le fait que les deux populations en croissance soient d'un côté les cadres supérieurs et de l'autre les personnes très pauvres ne peut pas être regardé comme quelque chose de positif pour une ville. Ça montre une polarisation de la société et ce n'est certainement pas la mixité que l'on peut souhaiter. Nous en venons maintenant à un sujet différent. Dans la sociologie parisienne, il y a forcément un chapitre à consacrer à la population étrangère. Population étrangère au sens de personnes ayant une nationalité étrangère, donc une définition juridique. Les personnes de nationalité étrangère représentent 15% de la population parisienne, c'est tout de même 300 000 personnes, et en gros, Paris a une proportion d'étrangers qui correspond à 3 fois la moyenne nationale, 15% contre 5% pour la moyenne nationale. Alors, si on regarde le petit graphique en haut à gauche, on voit que le nombre d'étrangers est en légère baisse depuis quelques années, hein, depuis 1982, mais parallèlement, il y a une augmentation du nombre de naturalisés, de personnes qui demandent et qui obtiennent l'acquisition de la nationalité française. Donc si on fait la somme des personnes étrangères et naturalisées, disons que la population, c'est une population stable depuis une vingtaine d'années. On peut parler donc de stabilité. Alors, une tradition d'immigration, une fonction de plaque tournante, ça signifie que Paris reçoit des immigrés depuis toujours. Au siècle dernier, les immigrants venaient, on le sait bien, des provinces françaises, de Bretagne, d'Auvergne et finalement de toutes les régions françaises. Aujourd'hui, Paris joue un rôle de plaque tournante, de plaque de répartition, si on veut, au niveau de la France pour l'immigration. Le premier poste frontière en France, c'est l'aéroport de Roissy. De Roissy, et le premier point de chute quand on quitte Roissy, c'est souvent Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris est une grande ville où il y a déjà beaucoup d'étrangers et où donc chacun en arrivant va essayer de trouver un proche, un membre de sa famille, peut-être même une personne de son village. Donc c'est à Paris qu'un étranger va trouver le plus de facilité pour un premier contact avec la société française. C'est aussi à Paris qu'il y a un marché de l'emploi, comme on en parlait tout à l'heure,
un marché de l'emploi très important. Donc Paris, c'est la porte d'entrée de la population étrangère, ce qui ne veut pas dire que les étrangers qui arrivent par Paris y restent en majorité. Il y a un effet de redistribution qui s'opère avec le temps. Alors, si on compare un petit peu la pyramide des âges des Français et des étrangers qui habitent à Paris, on voit que les étrangers forment une catégorie... non, là c'est... Oui, Paris, France métropolitaine. Donc ce sont... non, ça me paraît bizarre, ça. On va passer. Donc, commentons plutôt les groupes de nationalités à Paris qui montrent que les catégories, la nationalité la mieux représentée sont celles, les nationalités du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, devant les Espagnols et Portugais, puis les nationalités d'Asie, puis d'Afrique noire, etc. Mais si on veut résumer un petit peu la présence des nationalités à Paris et la caractériser géographiquement, on peut dire qu'il y a en quelque sorte deux populations étrangères. Ce n'est pas vrai partout. Si on va en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la population étrangère, c'est très majoritairement une population maghrébine. À Paris, c'est une population qui vient de absolument tous les continents. Il y a une diversité qu'on ne rencontre pas dans les autres villes françaises. Mais je disais, pour synthétiser les choses, on peut dire qu'il y a deux populations étrangères, celle des pays de l'Union européenne, donc on voit leur localisation géographique sur la carte en bas à gauche. Hein. Alors, dans les communautés, dans les États de la communauté, il y a des pays comme l'Espagne et le Portugal qui ont fourni beaucoup de domestiques à ces quartiers. Et puis, il y a une population de cadres qui se retrouvent dans les mêmes quartiers. Et donc, sur cette petite carte en bas à gauche, on voit ressortir le 8e et le 16e arrondissement. Et puis, il y a les étrangers, je dirais, non communautaires, qui ne viennent pas d'un pays de la communauté européenne, et qui, eux, sont concentrés dans le quart nord-est de Paris, celui où on notait déjà tant de difficultés sociales, et particulièrement les 10e, 18e, 19e arrondissements. Ceux aussi, naturellement, où les logements sont les moins chers. Alors, venons précisément à cette question du prix des logements. Bien entendu, les évolutions sociologiques sont dépendantes des évolutions économiques, d'une part, et de la question du logement. Donc on a déjà évoqué en passant cette question du prix des logements, mais c'est un aspect très important. Paris, 2 fois plus cher que la province. Bon, on sait que Paris n'atteint pas les niveaux de prix de Londres, New York, Tokyo, qui sont encore bien supérieurs. Mais à l'échelle française, Paris est de loin la ville la plus chère. Alors c'est ce que montre le petit graphique en haut à gauche, qui montre le niveau des prix des logements à Paris. Hein, on approche de 4 000 € le mètre carré. Et puis on voit les autres villes par ordre décroissant. Vienne, Aix, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Rennes, Marseille. Et donc entre Rennes et Marseille, on voit qu'on est à la moitié du prix parisien. Donc c'est quand même des écarts tout à fait considérables entre les villes. Pour les loyers, donc le graphique tout à fait à côté, c'est encore plus net. Il y a Paris très haut, et puis toutes les autres villes à la moitié. Donc le loyer est en gros 2 fois moins élevé dans les autres agglomérations. L'évolution des prix, et si on regarde ce qui se passe depuis une dizaine d'années, elle est irrégulière. Il y a des périodes de baisse. Il y a eu une période de baisse des prix immobiliers très importante qui a démarré en 1990, au moment où les prix étaient à un sommet historique jamais égalé, et les prix ont plongé. C'est ce qu'on voit sur le petit graphique bleu. Hein. On est passé de... Là, on est en francs encore. Hein. On est passé de 23 000 francs le mètre carré à 15 000 francs le mètre carré en quelques années, avant que les prix ne se mettent à remonter. Et là, la courbe est incomplète, hein, puisqu'on est maintenant à 25 000 francs le mètre carré pour rester en francs. Donc, on a dépassé le pic de l'année 1990. Hein. On est dans des niveaux de prix absolument
hors du commun à Paris, particulièrement en ce moment. Pour les loyers, les choses sont plus amorties parce que la législation sur les loyers, naturellement, est protectrice pour les locataires et elle ne permet pas n'importe quelle hausse, n'importe quand. Et c'est pourquoi les évolutions de loyers sont généralement moins brutales que celles des prix. C'est ce que montre le petit graphique vert. Et donc, d'une part, Paris est 2 fois plus cher que les autres villes, mais à l'intérieur de Paris, on a des quartiers qui sont au moins 2 fois plus chers que d'autres. Hein. Alors, on le voit là encore, et pour les prix et pour les loyers. Mais la différence est surtout énorme pour les prix. En gros, on voit les quartiers des 6e, 7e et 8e arrondissements, où on est entre, je dirais, autour de 40 000 francs le mètre carré. En 2001, les prix ont monté encore depuis, hein, les statistiques sont un peu anciennes. Et par contre, quand on est dans une partie du 18e et du 19e arrondissement, eh bien, on est entre 10 000 et 15 000 francs le mètre carré. Donc, vous voyez, entre 40 000 et 10-15 000 francs, il y a des écarts tout à fait importants. Au passage, il faut noter cet effet d'inertie des quartiers. Un quartier ne change pas d'occupation rapidement et facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet d'agrégation sociale qui fait que une personne de milieu très aisé va peut-être se sentir pas dans son milieu, pas dans son monde, en arrivant dans le 19e arrondissement. Et donc, il y a cet effet d'agrégation qui fait que, en gros, pour qu'un quartier change profondément de composition sociale, ça ne se fait pas en un jour. Il faut pour cela des décennies. Hein, pour qu'un quartier comme ceux qu'on voit à 10 ou 15 000 francs le mètre carré rejoignent ceux qui en valent 40 000 aujourd'hui, non. Il y a des effets de pérennité qui font que c'est des évolutions sur la très longue période. Donc, la carte des loyers montre le même type de phénomène, mais atténué, hein, puisque dans les zones en blanc, on est dans des loyers qui font à peu près entre 60 et 80 francs par mètre carré par mois, hein, tandis que dans la zone en marron, la plus chère, on est au-dessus de 110 francs par mètre carré par mois. Donc on est dans un rapport qui n'est même pas tout à fait du simple au double, alors qu'on était dans un rapport qui était plus que le simple au triple pour les prix. Voilà, pour mettre en évidence quand même, il est important d'en parler, ce phénomène prix sur Paris qui est tout à fait, qui pèse très lourdement dans les données sociales. J'en viens presque au dernier chapitre de cette présentation, à nouveau sur les questions du logement, pour faire finalement 2 remarques. D'abord, les logements parisiens dans l'ensemble sont souvent de piètre qualité pour habiter. Donc c'est un parc d'immeubles anciens qui a bel aspect, donc une belle apparence, des façades haussmanniennes qui font plaisir à voir, hein, qui font partie de notre patrimoine parisien dont on est fier, mais pour habiter, qui est globalement moins satisfaisant que les logements des communes de banlieue ou de province. Quelques chiffres, 60% des logements de Paris n'ont que 1 ou 2 pièces. Voilà, toujours par rapport à ce débat sur l'embourgeoisement de Paris, on devine que des logements très petits ne vont pas devenir des logements occupés par la grande bourgeoisie. Donc c'est un peu une façon de suggérer qu'il y a des freins à l'embourgeoisement qui tiennent aux caractéristiques structurelles du parc de logement. 60% de logements, je disais, 1 ou 2 pièces. 10% de logements qui n'ont pas les WC à l'intérieur, donc sur le palier, et, ou qui n'ont pas de douche, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de salle d'eau, ni douche, ni baignoire. Hein. Et puis, pour étendre un peu ce concept d'inconfort, un certain nombre, mais le nombre n'est pas connu, de logements qui sont dans les 4e, 5e, 6e étages sans ascenseur. Ce qui était considéré comme acceptable il y a quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui, surtout dans un contexte de vieillissement de la population, même si Paris sera moins concerné que les autres, peut être regardé comme un grave critère d'inconfort. Alors on dit Paris se réhabilite, Paris se rénove,
il y a des opérations sur les immeubles qui conduisent à les transformer totalement. Et c'est tout à fait vrai. Il y a un important courant de rénovation des immeubles parisiens. On peut dire, maintenant qu'on a l'expérience de quelques années ou de quelques dizaines d'années, que ces réhabilitations, ces rénovations ne durent qu'un temps, et que si elles ont été mal faites, par des opérations de marchands de biens qui visaient finalement plus le profit immédiat que la durabilité des travaux, eh bien, ces travaux ne durent qu'un temps, et on retrouve assez vite des problèmes de dégradation, des problèmes de réseau, qui n'ont pas été réglés, hein, tout ce qui est conduite d'évacuation, tout ce qui est chauffage, qui fait que malgré les améliorations temporaires, eh bien, on ne peut pas les considérer comme acquises et qu'on observe bien souvent des immeubles qui ont connu une phase bien portante. Il suffit de quelques impayés, vous savez, quelques accidents dans le fonctionnement de la copropriété, eh bien, un immeuble peut retrouver une phase de dégradation, des difficultés qui ne retentissent pas tout de suite sur le bâti, sur les conditions de confort, mais à terme, on entretient moins l'immeuble, on ne le ravale plus, on ne refait plus les cages d'escalier. Et voilà, ceci pour dire que ces transformations de l'habitat qui sont visibles et qui pourraient nous donner l'impression que Paris, petit à petit, va avoir un parc immobilier fantastique, eh bien, ce n'est pas sûr du tout, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des rénovations, d'autres immeubles connaissent des mouvements inverses de dégradation. Donc, cette relative médiocrité, on peut le dire, de la qualité des logements, est sans doute le principal frein à l'embourgeoisement de Paris. C'est ce qui explique que certains secteurs restent un petit peu refusés par des catégories aisées et qu'elles sont occupées massivement par des personnes souvent de nationalité étrangère ou des personnes à bas revenus. C'était ma première observation sur le logement. La seconde, et qui se rattache au graphique que nous découvrons, eh bien, parmi les logements de Paris, j'ai distingué trois grandes catégories qui recoupent la sociologie des Parisiens. Alors, c'est un exercice qui a été pratiqué avant moi par le professeur Alfred Dietgen, qui est un professeur de démographie de Parisien qui a fait cet exercice, que je trouve très pertinent, parce qu'il montre finalement quoi la pyramide des âges des locataires du secteur privé, celle des propriétaires de leur logement, hein, les propriétaires occupants, la pyramide des âges des locataires HLM. Et comme pour les trois mousquetaires, et il en faut toujours un quatrième, donc les locataires en meublé qui apparaissent, mais qui sont quand même une forme de logement peu importante à Paris, avec leur propre pyramide. Alors, si on regarde, commençons par la pyramide des propriétaires occupants, hein, donc en bas à gauche, c'est un petit peu une pyramide en forme de champignon nucléaire, c'est-à-dire assez arrondie vers le haut, qui est en fait bombée aux âges élevés. On voit une petite saillie à un moment sur cette pyramide, c'est la tranche des 50-54 ans. Hein, c'est l'âge modal des propriétaires. Et puis, donc, c'est un profil très caractéristique qui montre que les propriétaires occupants, qui représentent à peu près 30% des logements parisiens, hein, sont une population plutôt âgée et également, on le sait par ailleurs, plutôt aisée. L'autre Paris, si on distingue trois Paris à travers ces trois modes de logement, c'est celui des locataires du privé, la grande en haut, qui a été un petit peu agrandie parce que comme il représente la moitié des logements, il était important de leur donner leur part. On voit que c'est une population beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que les immigrants dont on parlait tout à l'heure, tous ceux qui montent à Paris, naturellement, ils sont locataires dans le parc privé pour la plupart. Ils ne sont pas locataires dans le logement social, ils ne sont pas propriétaires, ils vont être locataires dans le parc privé. Et ils se retrouvent tous là. Et donc on a une pyramide, j'allais dire, d'un pays du tiers-monde. Non, parce que dans un pays du tiers-monde, on aurait naturellement beaucoup d'enfants. Et là, on voit qu'il n'y a pas du tout d'enfants, très peu d'enfants.
et qu'on a simplement un très fort évasement au niveau des jeunes adultes. Enfin, en dessous, on a la pyramide des âges des locataires HLM, qui a un air, je dirais, plus bonhomme. Hein. En gros, c'est la pyramide de la France. C'est celle où on trouve toutes les catégories d'âge, des enfants. On en trouve moins dans les autres catégories. Là, on trouve des enfants. On trouve des classes d'âge moyens et on trouve aussi des classes d'âge élevées, mais pas surreprésentées. Et c'est là qu'on s'aperçoit que pour retrouver une sorte de normalité démographique, eh bien, on la trouve, de normalité entre guillemets, hein, mais une référence à la moyenne française, c'est dans le parc de logements sociaux qu'on la trouve. Et le parc des locataires en meublé est lui aussi assez spécifique, puisque l'âge modal, eh bien, c'est celui des 20-24 ans. C'est donc une population très jeune qui vient habiter dans ces petits hôtels, même s'ils accueillent aussi beaucoup d'immigrés qui sont parfois âgés, parfois même très âgés. Alors voilà, j'ai trouvé très intéressant cette différenciation socio-immobilière de la population de Paris. Et je pense qu'on peut la compléter par quelques données de géographie. On voit ici la localisation des secteurs. On voit en bleu les secteurs où les ménages propriétaires de leur logement sont majoritaires. Alors, ils sont majoritaires plus en banlieue qu'à Paris. À Paris, on est assez, je disais 30% en moyenne, ce n'est pas la majorité du tout, mais il y a des quartiers du 16e arrondissement, quand même, où il y a une majorité de propriétaires de leur logement, et puis quelques quartiers ici et là. Là, on voit toujours les ménages propriétaires de leur logement, mais on voit aussi les locataires HLM. Et eux aussi sont très présents dans les communes de banlieue, mais on voit la localisation des HLM dans Paris. C'est la Couronne, l'espace de la Couronne, hein, dont je disais tout à l'heure que c'était l'enjeu pour l'aménagement de Paris d'aujourd'hui, et les quartiers de l'Est. On voit que pratiquement la quasi-totalité des quartiers du 20e arrondissement, du sud du 13e arrondissement, une bonne partie du 19e arrondissement, ont une majorité absolue de locataires de logements sociaux. Mais on voit aussi qu'il y a un grand vide dans tout le cœur de Paris. Naturellement, c'est la place des locataires du secteur privé, donc vraiment la catégorie d'habitants qui est la plus spécifique de la capitale, qui est peu représentée dans les villes de banlieue. En ce qui concerne les logements HLM, dont j'en parlais à l'instant, qui représentent 12% des logements, mais qui sont très concentrés géographiquement, comme on l'a vu, c'est un chiffre qui augmente, mais qui naturellement est toujours insuffisant par rapport aux demandes. Il y a plus de 100 000 demandeurs de logements sociaux à Paris. Et d'autre part, c'est un parc immobilier où il y a une faible rotation. C'est-à-dire que quand on a obtenu une place, un logement dans les logements sociaux, eh bien on ne la quitte plus, parce que pour déménager, le surcoût de loyer serait tellement élevé qu'on est en quelque sorte captif de son logement. Donc on bénéficie d'un loyer intéressant, naturellement, c'est le sens même de ce type d'habitat, mais qui vous rend relativement captif, ce qui explique qu'on dit, quand on rentre dans un HLM parisien, on en ressort souvent les pieds devant, c'est-à-dire qu'on y reste jusqu'à la fin. En ce qui concerne les locataires privés, du parc privé qu'on voit sur cette carte-là, bon, il y a quand même un paradoxe intéressant à noter. C'est que Paris, la ville des cadres, la ville avec les 36 ou 38% de cadres, eh bien, c'est une ville de locataires, à 50%. Alors que la France est un pays de propriétaires. À 56% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, on voit, c'est un bon condensé des choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Paris, on a souvent des revenus plus élevés quand on travaille dans des professions d'encadrement, mais on a un tel surcoût du logement que l'avantage est en grande partie compensé. Alors,
On arrive au terme de cette présentation. Je voudrais faire naturellement quelques remarques autour du thème de l'exposé. Paris est-elle une ville de riches? Ce serait, à mon sens, très exagéré de le dire. Pour qui connaît la diversité des quartiers parisiens, pour qui a vu les cartes que nous venons de voir, c'est un diagnostic pour le moins beaucoup trop simple et beaucoup trop rapide. Ce n'est pas le bon diagnostic. Mais il y a une tendance très forte, une croissance, une tendance à l'augmentation du nombre de cadres et un recul des ouvriers qui est manifeste. Ce qui nous amène à quelques mots, quelques rapides remarques. Alors, d'abord, pour ne pas se tromper d'objectif, il est bien que Paris soit une ville attractive. Il est bien que les cadres aient envie d'habiter Paris, que ce soit une ville où on ait envie d'habiter, que le parc immobilier s'améliore. Il n'est pas anormal que Paris attire les cadres. Je dis ça parce qu'il peut y avoir une logique misérabiliste qui consisterait à dire, eh bien non, il ne faut pas installer d'ascenseurs dans les immeubles qui n'en ont pas, il ne faut pas installer le confort, sinon ça va entraîner des départs de population, les locataires modestes vont partir. Oui, ce n'est pas tout à fait faux, mais en même temps, il faut refuser, à mon sens, les logiques qui amènent à abîmer la ville ou à ne pas l'entretenir sous prétexte qu'on ferait du tort à des catégories qui sont effectivement en danger. Non, je pense qu'il faut s'y prendre par d'autres moyens, par des moyens positifs, actifs, de prise en compte de ces questions qui sont réelles. Alors, le deuxième point, c'est qu'il est important, il est essentiel que Paris offre une place à tous les groupes sociaux. Paris, c'est la capitale, donc il y a un symbole très fort. Si certains groupes sociaux se trouvaient exclus pratiquement en entier d'une présence dans la capitale, ce serait une sorte d'anomalie républicaine dans la conception qu'on a en France du partage de la ville. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers des histoires de quotas par catégorie socio-professionnelle comme sur d'autres sujets, mais il faut être sensible à ce risque que si un groupe social devait être exclu, on va, peut-être doucement, mais on va vers la perte du lien social, vers un marquage du territoire et vers une crispation sécuritaire qui interviendra tôt ou tard. On va vers du mauvais, incontestablement. Donc il est important de réagir. Aujourd'hui, le problème n'est quand même pas à ce point engagé qu'il ne soit rattrapable. On peut réagir, on peut essayer de limiter les tendances à l'embourgeoisement que connaît Paris. On peut le faire, je crois, de deux façons. D'abord par la construction de logements sociaux. Donc ce sont des logements, les logements, on ne les appelle plus HLM, mais c'est toujours la même chose, qui sont attribués selon des critères de revenus. Donc c'est un moyen qui existe pour donner une place à des catégories à faible revenu et de leur assurer une place dans Paris. Aujourd'hui, il y a 12% de logements sociaux, de logements HLM dans Paris. Il y a un objectif des pouvoirs publics qui est d'aller en moins de 10 ans vers 20% de logements sociaux. Donc, sans doute, ce serait déjà un pas important. Alors, bien sûr, il faut faire attention aux modalités. Les modalités sont très importantes. Il y a nécessité de diversifier la géographie des logements HLM, qui sont aujourd'hui concentrés dans des cités de l'Est parisien ou sur la couronne de Paris. Il faut souhaiter que les logements sociaux qui vont se créer, pour aller de 12 à 20%, eh bien, parsèment un peu aussi les arrondissements de l'Ouest, pour aller vers cette mixité qu'on appelle de nos voeux. Et puis, il est également important de tourner le dos à cette fameuse cité HLM des années 70, avec 150, 200, 300 logements, des paquets entiers de logements avec des personnes qui sont toutes à faible revenu, qui sont massées ensemble. Donc ça, c'est une solution qui n'en est pas une, c'est en vérité une bombe à retardement qui explique ensuite des problèmes d'explosion dans les cieux. Il faut de ça, et je pense qu'on l'est largement à Paris, il faut aller vers des petites unités, vers des immeubles indifférenciés, des immeubles banaux qui se confondent avec les autres, et simplement, 1 sur 10, sur 20,
serait un immeuble de logement social. C'est vers ce type de modalité qu'il faut aller. C'est comme ça, certainement, qu'il faut développer les logements sociaux. Alors, créer des logements sociaux, c'est important, mais ça ne résoudra pas tout simplement parce qu'il y a bien trop de personnes qui ont des difficultés financières pour se loger à Paris ou près de Paris, et qu'il y a, je dirais, un problème global de prix des logements qui ne doit pas être vu seulement du point de vue des plus démunis, mais aussi pour, je dirais, le postier, l'infirmière, le cadre moyen. Tout le monde subit cette question des prix insupportables. Là, je ne pense pas qu'il y ait de véritables solutions simples, mais on ne peut pas espérer surmonter la pénurie, parce que c'est bien de pénurie qu'il s'agit, sans une augmentation substantielle du nombre de logements dans toute la région Île-de-France. HLM ou non, là n'est pas la question, c'est la question du nombre. C'est le fait que des centaines de milliers de logements supplémentaires sont nécessaires pour répondre tout simplement à la demande et qu'il y ait un meilleur équilibre entre le nombre de logements proposés et la demande des personnes qui souhaitent habiter, vivre en région parisienne. Bon, je crois que même dans cette hypothèse, même si des centaines de milliers de logements étaient construits en Île-de-France, on desserrerait les taux des prix. Et il y aurait certainement un effet de prix, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On garderait dans la partie très centrale qu'est Paris, la partie très valorisée qu'est Paris, des valeurs plus élevées. Hein. Peut-être pas aussi élevées qu'elles sont aujourd'hui, sans doute elles s'abaisseraient, mais il y a toujours un effet de valorisation particulière pour la zone centrale qui est liée à son attrait culturel, qui est liée à la qualité de la vie, à la qualité du patrimoine de Paris, qui fait que beaucoup de franciliens choisissent, préfèrent Paris par rapport à d'autres secteurs de la région. Mais très sincèrement, je pense que pour desserrer les taux, pour réduire la pénurie de logements, il faut tout simplement en construire. C'est la condition pour espérer un abaissement du prix et des loyers à Paris et dans sa banlieue, qui profiterait d'une part aux plus modestes, mais aussi à toute la population régionale. Merci. Audrey Jean-Marie, merci beaucoup. On va passer aux questions. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, madame, pour qu'on vous voit. Merci. Bonsoir. Est-ce que le nouveau quartier du 13e arrondissement vers la Grande Bibliothèque a été conçu dans cet esprit de mixité sociale? Parmi les quartiers qui sont en rénovation, en transformation autour de la couronne de Paris, il y en est un qui est plus important que les autres, c'est précisément celui-là, celui qu'on appelle la ZAC Rive Gauche, alors qui a la caractéristique de comprendre à la fois des locaux pour les entreprises, avec beaucoup de bureaux, donc il y a ce souci d'avoir des locaux pour l'économique, des locaux de type HLM, avec donc un nombre important, je n'ai pas le pourcentage, mais un nombre important de logements sociaux, et des logements de type libre, pour l'accession, pour la location, précisément dans cet objectif que les nouveaux quartiers de Paris soient le reflet de cette diversité, de cette mixité que finalement tous les Parisiens appellent de leur vœu. Une autre question, monsieur? Ah, non, pas. Un autre micro, peut-être? Ça fonctionne? Très bien. Je voudrais
réagir à votre exposé, que j'ai trouvé, entre autres, fort pertinent, mais j'aimerais émettre quelques observations très brèves, d'une part, et d'autre part, vous poser une question. Alors, en ce qui concerne mes brèves observations, je dirais en premier lieu que la question, entre guillemets, de la mixité sociale, c'est aussi une question d'attribution. Parce que lorsqu'on regarde la sociologie parisienne et la répartition des différents groupes, on se rend compte, malheureusement, au sens des valeurs que j'ai, qui sont plutôt des valeurs universalistes, on se rend compte que l'Est parisien est plutôt habité par... enfin, les logements sociaux de l'Est parisien ont été attribués à des familles originaires d'Afrique noire ou du Maghreb. On se rend compte que les logements sociaux du 13e arrondissement ont été attribués plutôt à des familles d'origine asiatique. Et donc, on se rend compte qu'il y a eu je dirais un encouragement, je dirais pas une planification, le terme serait peut-être un peu trop agressif, mais disons un encouragement au fait que les logements sociaux qui existent dans l'Ouest parisien, contrairement à ce que vous disiez, il y a des logements sociaux, mais qui n'ont pas été attribués à ces populations, qui au contraire ont été souvent attribués à des personnes à haut revenu, mais qui ont bénéficié de loyers à faible potentialité. D'autre part, qui empêchait dans les années 70, 80, la municipalité parisienne de préempter les terrains libérés par des immeubles insalubres en destruction et d'y construire des logements accessibles à des gens plus modestes. Un stylo. Ça, c'est la première question. Merci. Deuxième question. On va peut-être laisser monsieur Jean-Marie répondre sur votre question déjà. Oui, mais j'avais une deuxième également. Succinctement, s'il vous plaît, monsieur. Oui, moi je n'ai pas qualité pour répondre à toutes vos questions, monsieur, parce que on est presque dans un... Non, mais on est sur des thèmes du débat public, hein. Donc votre question est parfaitement légitime, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais dans les travaux que nous faisons à l'atelier parisien d'urbanisme, par exemple, nous ne traitons pas les modalités d'attribution des logements sociaux par l'office HLM et par les sociétés anonymes d'HLM, et en tout cas, nous n'y avons aucune part. Donc, est-ce que ce sont des Africains qui occupent les logements sociaux de cet arrondissement ou des personnes asiatiques? Il y a certainement du vrai dans ce que vous dites, et il y a toute une histoire aux logements sociaux parisiens. Il y a eu des scandales retentissants qui sont encore dans toutes les mémoires. Mais je ne pense pas pouvoir apporter beaucoup de valeur ajoutée à vos propres connaissances ce soir sur ces questions. Alors, deuxième question. La municipalité parisienne développe les zones vertes. Alors, cela part d'un bon sentiment, c'est-à-dire de protéger l'environnement et de créer des espaces qui permettent aux gens de s'épanouir. Mais est-ce que les zones vertes ne vont pas être victimes du bon sentiment de départ et ne vont pas devenir au contraire des quartiers avec un immobilier très coûteux, puisque la zone verte va valoriser le quartier et on va peut-être retrouver encore les mêmes difficultés que vous avez décrites, c'est-à-dire le problème de l'accessibilité d'un certain nombre de quartiers de Paris à des populations à faible revenu. Voilà. Et dernière observation. Bon, s'il vous plaît, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Non mais, je partage votre avis. Je pense que quand on améliore un quartier de façon substantielle, en y créant ce qu'on appelle des espaces civilisés, des zones vertes, des quartiers que l'on valorise par de l'investissement public, le risque que vous dites existe naturellement. Et on a des effets d'entraînement sur les prix immobiliers et au-delà, des effets sociologiques indiscutables. Alors là, on a une question de fond. Est-ce qu'il faut renoncer à améliorer la ville, à aménager les quartiers, à mettre de l'investissement public là où on pense qu'il y en a besoin, au motif que cela risque d'entraîner des départs de populations modestes? C'est une question de fond. Moi, j'ai dit tout à l'heure ma réponse,
c'est une vision malthusienne, misérabiliste, de mon point de vue, parce qu'on en viendrait à renoncer à l'amélioration de la cité. Toute amélioration peut avoir un effet d'attraction et de valorisation. Il ne faut pas y renoncer, il faut œuvrer par des moyens complémentaires, intervenir par d'autres voies pour répondre aux objectifs que l'on s'est fixés. Et c'est en ça qu'on parlait de l'importance qu'il y a à créer des logements sociaux dans les différents quartiers de Paris, mais de mon point de vue, il faut continuer résolument à améliorer la vie des Parisiens et à améliorer les quartiers qui en ont besoin. Monsieur Ouemni. Bonjour. Que pensez-vous de la question soulevée récemment par M. Delanoë de la construction de tours à Paris pour régler la pénurie de logements et de bureaux notamment? Merci. C'est une question qui est moins vaste qu'on peut le croire, puisqu'il s'agit de quelques sites où il y a déjà des tours et où l'urbanisme a un aspect, je dirais, pas fini, parce que ces opérations ont été interrompues assez brutalement. Je parle des opérations de tours qui ont été interrompues brutalement en 1974. Donc sur quelques sites, il y a un débat entre les Parisiens eux-mêmes, entre les architectes, sur l'opportunité de gérer l'espace de cette façon. De mon point de vue, il n'est pas sûr qu'en construisant haut, on gagne tellement de place. Parce que qui dit tour, dit espace très dégagé aux abords. Et espace libre tout autour, à moins d'être dans un système à l'américaine, de tours rapprochées, mais qui est interdit par tous les règlements français de la construction. Donc on est dans un système de tours avec de vastes espaces dégagés autour. C'est pourquoi je ne suis pas absolument certain sur un plan technique qu'en construisant très haut, on puisse vraiment construire plus et plus dense. Mais sur le plan esthétique et morphologique, il ne serait peut-être pas intéressant, là où on a des tours, des ensembles de tours vieillissants dans des opérations qui n'ont pas été tout à fait terminées, de les reprendre avec ce qu'appellent les architectes, comme le disent les architectes, un beau geste, voyez, ou dans un esprit de compléter une opération et pas d'un aménagement nouveau sur des quartiers qui seraient déjà anciens et dont on jugerait qu'il faut les démolir pour aménager autre chose. Voilà, en tout cas, mon point de vue. On va prendre encore 2 questions. Sur la gauche et puis en haut. Monsieur. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de cet exposé très documenté, très intéressant. Puis-je vous permettre de faire cette petite remarque. Vous faites preuve d'un certain évangélisme urbanistique. En pensant une seconde que contre les lois du marché, vous allez influencer des gens qui possèdent le pouvoir de l'argent et qui vont accepter vos propositions de mixité sociale. Sincèrement, vous qui êtes un chercheur, confirmez, vous pensez vraiment à ce genre d'utopie? Donc nous avons 2 parcs immobiliers, le parc privé et le parc public social. Votre propos interpelle les pouvoirs publics et leur demande d'observer, en ce qui concerne le parc social, une application stricte de sa fonction qui est de loger le plus modeste. Bon, là, c'est vrai qu'il y a un petit débat. Quelle est la logique qui doit être observée pour des logements sociaux? Est-ce qu'il s'agit de loger, je dirais, les personnes modestes au sens large, les personnes à revenus modestes ou moyens, qui ont droit aussi à être aidées sur le plan de logement, ou est-ce qu'il s'agit de loger les personnes les plus modestes, les plus pauvres, les plus démunis? C'est un débat qui est tranché différemment selon les villes et selon les époques, mais qui est permanent et qui est consubstantiel au logement social.
Quant aux propriétaires, et où là, je pense qu'il y a vraiment matière à discuter. Ce qui serait inacceptable, même si ça s'est déjà produit, c'est que le logement social soit carrément détourné de sa fonction et qu'il loge des catégories aisées qui n'ont rien à faire dans le logement social. Alors, l'autre parc immobilier qui est le plus important à Paris, c'est le parc privé, le parc de logement privé. Les pauvres aujourd'hui sont au moins autant présents dans le parc de logements privés que dans le parc de logements sociaux. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de logements privés. Et que beaucoup de ces logements privés, j'en parlais tout à l'heure, sont dégradés. Quand les logements sont dégradés, vient un moment où les clients aisés n'en veulent pas. Et finalement, les propriétaires, ce n'est pas leur choix au départ, mais c'est la logique économique qu'ils ont choisie, celle de ne pas investir dans l'entretien de leurs biens immobiliers, qui les amène à louer à une population pauvre. Donc moi, je n'ai pas d'évangélisme sur l'attitude des propriétaires privés, mais il existe certaines logiques économiques qui amènent à louer à des pauvres qui peuvent même constituer des clientèles très rentables. Très rentables. On a vu des cas, par exemple, de loyers dans les chambres de service, ou de loyers dans les chambres d'hôtels meublés, ou dans des petits logements locatifs, qui sont très élevés au mètre carré. Donc, contrairement à ce qu'on croit parfois, la clientèle pauvre n'est pas la moins exploitée, ni la moins rentable pour les propriétaires privés, aussi scandaleux que cela puisse paraître. On va prendre une dernière question. J'aimerais simplement une précision, si vous avez des statistiques sur justement le pourcentage de logements vacants et son évolution dans le temps à Paris. Le nombre de logements vides à Paris ne cesse d'augmenter. Il n'y en avait pratiquement pas, disons, à la Libération. Et lors du dernier recensement de la population, il y en a eu plus de 130 000 qui ont été comptés. Et comme il y a 1 300 000 logements à Paris, ça représente exactement 10% des logements. Alors, il y a eu beaucoup de recherches pour essayer d'abord de comprendre, hein, tout simplement de comprendre. Ces recherches ont montré d'abord que les logements étaient vides non pas dans le parc social HLM, mais dans le parc des propriétaires privés. Et plus particulièrement que le nombre de logements vides augmentait au fur et à mesure que la copropriété se développait. Finalement, il ne faut pas oublier qu'on est passé d'un système où les immeubles appartenaient en entier à des individus. C'était le cas en totalité au début du siècle, et les immeubles ont été progressivement mis en copropriété. Et on est maintenant dans un système de copropriété quasiment généralisé, où les logements sont gérés individuellement par des particuliers. Dès lors qu'on a 1 300 000 logements qui sont gérés chacun par une personne, je caricature parce que ce n'est quand même pas le cas, mais disons qu'on est quand même dans un système de gestion un par un gère un, hein, on est complètement dans l'irrationnel. C'est-à-dire que les propriétaires particuliers vont gérer leur logement en fonction de leurs besoins propres, de leurs raisonnements même familiaux, personnels, patrimoniaux. Ils n'ont pas une logique économique de rentabilisation du bien. Un particulier qui possède par exemple 2 ou 3 logements, ça ne le dérangera pas de le laisser vide quelques mois parce que justement il a une cousine qui doit venir de province et ça lui rendrait peut-être service de l'avoir. Donc on est dans ce type de logique maintenant. Et le système de la copropriété a bouleversé un système de gestion des logements qui était un système économique. Alors ça joue une part dans le développement des logements vacants, mais je pense que le phénomène reste encore à approfondir, à mieux expliquer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a désormais des possibilités qui sont offertes par la mairie, par l'Agence pour l'amélioration de l'habitat et par divers organismes pour tendre la main aux propriétaires de logements vacants et leur dire « ce n'est vraiment pas le moment, il y a besoin de logements à Paris, nous pouvons vous aider. Si ce qui vous bloque, c'est de faire des travaux, ce qui vous bloque, c'est de trouver un locataire, il y a des aides qui existent et qui sont proposées de plus en plus et de plus en plus intéressantes. » Jean-Marie, merci beaucoup. Merci à tous.